participer, vous le savez, via les réseaux sociaux. Alors rien ne va plus entre la Commission européenne et la France. Après l'exception culturelle dénoncée par José Manuel Barroso, à laquelle la France, vous le savez, est profondément attachée, une attitude réactionnaire, a-t-il dit. Eh bien, Arnaud Montebourg accuse José Manuel Barroso d'être le carburant, je le cite, du Front National. Déclaration après une nouvelle poussée ce week-end du FN dans le Lot-et-Garonne. L'ambiance promet donc d'être chaude à la veille d'un sommet européen qui aura lieu ces jeudis et vendredis. L'Europe sert-elle aujourd'hui de bouc émissaire à la France? Ou est-elle vraiment responsable de la montée des extrémismes, des populismes, en plongeant l'Europe dans l'austérité? L'Europe peut-elle encore faire rêver? Eh bien, nous poserons toutes ces questions ce soir à nos invités, à vous, Anne Hottmann, merci d'être avec nous. Vous êtes la chef de la représentation de la Commission européenne en France. Laurent Pinsol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué national en charge de l'économie et du budget au parti Debout la République, parti de Nicolas Dupont-Aignan, parti souverainiste, gaulliste. Je sais que vous insistez beaucoup sur ce terme de gaulliste. Avec nous, Virginie Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, présidente du laboratoire politique Think Tank Different, un think tank pro-européen de gauche. Et puis avec nous, Caroline de Camaret. Bonsoir, Caroline. Vous êtes notre spécialiste Europe sur France 24. On peut vous retrouver dans Ici l'Europe et dans l'Europe dans tous ses États. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter la charge d'Arnaud Montebourg et la réponse du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. L'Union européenne ne bouge pas. Elle est immobile, paralytique. Elle ne répond à aucune des aspirations populaires. Monsieur Barroso est le carburant du Front National. Voilà la vérité. Il est le carburant de Beppe Grillo. Il serait bon que certains responsables politiques comprennent que ce n'est pas en attaquant l'Europe et en essayant de faire de la Commission le bouc émissaire de ses propres difficultés qu'ils allons arriver très loin. Anne Hottmann, je me tourne tout de suite vers vous. Est-ce que la Commission européenne est le carburant du Front National ? Certainement pas. La Commission, au contraire, défend des valeurs qui sont tout à fait à l'opposé de ce que défend le Front National. L'ouverture aux autres, au contraire du repli sur soi. Je pense le respect aussi des autres, la démocratie dans toutes ses formes. Ça, c'est pour les valeurs. Oui. Mais ce que voulait sans doute dire Arnaud Montebourg, c'est qu'aujourd'hui, la Commission européenne impose des règles à des pays européens, des règles dont les peuples souffrent aujourd'hui. Et ces peuples se tournent aujourd'hui vers l'extrême, que ce soit l'extrême gauche ou que ce soit l'extrême droite. On le voit en France avec la montée de Marine Le Pen. On le voit aussi avec la montée de Jean-Luc Mélenchon. On peut le voir avec Alexis Tsipras en Grèce ou même la montée de l'extrême droite aussi en Grèce. Et c'est ce dont vous accuse Arnaud Montebourg, ce ne sont pas les valeurs de la Commission européenne. Alors d'abord, la Commission n'impose aucune règle. La Commission a un pouvoir d'initiative qui lui permet de proposer des orientations et elle est suivie ou pas par les États membres et par le Parlement, si on est dans le domaine de la législation. Et la Commission... Il y a quand même des obligations. L'obligation, par exemple, d'avoir des déficits à 3%. Oui, mais ça, c'est une obligation qui se trouve dans les traités et dans les règles européennes qui ont été votées et adoptées de façon démocratique par le Conseil et le Parlement. Donc, c'est pas la Commission qui agit dans un vide juridique toute seule de sa propre tête. Laurent Pinsol, est-ce que la Commission est le carburant du Front National ? C'est un des carburants. Ce n'est pas le seul, naturellement. Je crois que l'échec de politique économique du gouvernement actuel et du gouvernement précédent explique la montée du Front National. Il y a naturellement le climat avec toutes les affaires Tapie, les affaires Cahuzac qui expliquent le score du Front National à Villeneuve-sur-Lot. Mais la Commission européenne porte une forte responsabilité dans la montée du Front National pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, elle refuse qu'on protège l'identité culturelle des pays. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose d'extrêmement choquant. C'est l'exception culturelle qu'a dénoncé José Manuel Barroso, en traitant même la France de réactionnaire. Et ça, c'est totalement anormal. Il est totalement anormal que François Hollande ait laissé faire ça. Les chefs de gouvernement ont donné un mandat à la Commission pour négocier avec la préservation de l'exception culturelle. Et M. Barroso se permet de critiquer cette position comme réactionnaire. Moi, je pense que le gouvernement français aurait dû demander des excuses publiques à M. Barroso ou démissionner. Le deuxième point, ce sont les règles absurdes. Il y en a des tonnes. Par exemple, quand on dit que le chocolat, on va faire une uniformisation, on va pouvoir mettre maintenant des matières grasses végétales. Donc c'est toujours le moins-disant sur les règles à la faveur des multinationales. Et dernièrement, l'austérité.
Et on va en parler tout à l'heure de l'austérité. Virginie Martin. Ce qui est étrange de la part d'Arnaud Montebourg, c'est quand même une forme d'irresponsabilité politique, je trouve. En disant cela, en fait, il me semble très nettement qu'il donne en fait raison à toute la rhétorique du Front National, qui est de dire que l'ennemi est à l'extérieur, l'ennemi c'est l'Europe, l'ennemi c'est le monde, l'ennemi c'est l'international, l'ennemi c'est l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui me semble excessivement surprenant dans les propos d'Arnaud Montebourg, que je trouve partiellement, enfin en tout cas partiellement irresponsable, puisqu'il cautionne en fait le discours du Front National, lui qui arrive quand même du PS, de la gauche, avec toutes les valeurs que l'on connaît et qui sont soi-disant très antifrontistes. Mais là, il cautionne complètement et il crédibilise les thèses du Front National. Moi, je suis complètement ahurie de cette déclaration, premièrement. Deuxièmement, par rapport à ce que vous venez de dire, je trouve aussi qu'il est très surprenant depuis des années et des années, à peu près une cinquantaine, que l'on n'arrête pas de dire « l'Europe, ce n'est pas nous ». C'est très étrange. Nous sommes quand même dans l'Europe, enfin jusqu'à nouvel ordre. Nous l'avons même conçu. Nous en sommes même le noyau dur, nous, la France. Donc si vous voulez, il y a quand même quelque chose de très schizophrène de dire il y a l'Europe d'un côté, la France de l'autre. Comme si nous n'étions pas dans l'Europe et comme si l'Europe n'était pas partiellement dans la France. D'autant que là, on parle effectivement des traités, c'est-à-dire du fonctionnement de l'Union européenne qui a été décidé à l'unanimité, c'est-à-dire par tout le monde, France comprise, c'est-à-dire on a modifié les traités pour que tous les 6 mois, eh bien, la Commission puisse justement faire le point sur l'état des finances de chaque pays et à partir de là, dresser le portrait des réformes qu'il faudrait faire, qu'elle suggère, etc. Le malentendu entre Paris et Bruxelles a commencé lorsque François Hollande a dit que finalement, on n'avait pas à lui dicter sa conduite, ce qui est on va en reparler tout à l'heure, en fait. Ce qui est un peu pas vrai, mais c'est vrai qu'à partir de là, eh bien, c'est noué, c'est cristallisé un véritable malentendu. Nicole Bricq est allée défendre l'exception culturelle sur le front d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Notre ministre française donc, du Commerce a obtenu qu'elle soit exclue du mandat de négociation. Et là, c'est vrai qu'on a eu le sentiment, pourquoi est-ce que le président de la Commission a remis un peu le couvert en parlant tout d'un coup de cette exception culturelle. Alors justement, je voudrais écouter Anouk Mann parce que Laurent Pinsol en parlait tout à l'heure. Oui, je vous vois hocher de la tête. Oui, mais est-ce que c'est pas choquant quand même pour nous, Européens, Français, justement, de dénoncer cette exception culturelle alors que José Manuel Barroso est censé défendre les intérêts européens et non, on a le sentiment qu'il va défendre les intérêts américains. Alors on dit qu'il est en fin de mandat, peut-être qu'il espère des Américains un poste de secrétaire général de l'ONU ou de l'OTAN. C'est quand même, on marche un peu sur la tête, non, là? Mais pas du tout. Il est tout à fait faux de dire que la Commission ne défend pas l'exception culturelle. L'exception culturelle a toujours été défendue par la Commission. Elle se trouve dans les traités. C'est même un des rôles de l'Union de promouvoir la diversité culturelle. Mais alors pourquoi il dit que c'est réactionnaire ? Mais on a sorti l'audiovisuel du mandat de négociation. Il y a toujours eu dans le mandat des lignes rouges sur les quotas d'œuvres européennes qui sont dans les règles européennes, sur les subventions qui sont autorisées, à la fois les subventions nationales et les subventions européennes. Et je pense qu'on fait un très mauvais procès, à la fois personnellement, au président de la Commission, qui est vraiment un passionné de culture et surtout de culture française. Est-ce que c'est pas malheureux, le mot de réactionnaire, quand même? En termes de communication, il a quand même fait une erreur, Virginie Martin. En même temps, est-ce qu'il ne serait pas temps que la France rentre dans le 21e siècle? Dans la mondialisation, donc? Oui, partiellement en tout cas, ou en tout cas y venir pour peut-être mieux la réguler de l'intérieur, au lieu de toujours de freiner des cas de fer comme on est en train de faire en brandissant là comme ça le drapeau de l'exception culturelle. On comprend bien que c'est une exception tellement culturelle et tellement spécifique qu'on est seul sur un îlot dans le monde entier à défendre ce truc-là. Donc si vous voulez, ça ne fonctionne plus à un moment donné. La France est dans le monde, c'est ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné, pourquoi ne pas... Regarde ce dessin de Plantu, si vous voulez bien, en même temps que vous parlez. Pourquoi ne pas considérer que, effectivement, les biens culturels sont partiellement des biens marchands et peut-être jouer ce jeu-là pour mieux réguler de l'intérieur aussi ce qu'il se passe aujourd'hui? Naturellement, je ne suis pas du tout d'accord sur ces 2 points. Je pense qu'à partir du moment où la Commission de Bruxelles négocie au nom de l'ensemble des pays de l'Union européenne selon un mandat qui a été agréé par les chefs de gouvernement et les chefs d'État, il est totalement anormal que la personne qui représente l'Union européenne se permette de critiquer la position qui a été définie par l'ensemble des chefs d'État. Deuxième point sur la mondialisation, on peut être ouvert sur les gens, et la France l'est. L'intérêt du système qui a été mis en place pour le cinéma, c'est qu'aujourd'hui, sur le cinéma, 40%
des films qui sont vus en France sont français. Il y a 20 ans, c'était 20%. Donc ça ne veut pas dire qu'on se ferme aux autres. Parallèlement, la fréquentation des cinémas a doublé. Donc paradoxalement, on voit plus de films états-uniens, plus de films italiens, plus de films britanniques. Mais en même temps, on a réussi à préserver un secteur qui est aujourd'hui le seul en Europe à être aussi vivant. Mais et ça, c'est une mondialisation avec de la protection ce qui est toujours étonnant quand même dans notre pays, c'est que pour préserver des secteurs, on met des barricades et on met des barrières. À un moment donné, est-ce qu'il ne serait pas temps de rentrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power, qui est aussi d'être attractif et de faire de donner envie au monde de venir à nous, de manger français, de lire français, etc. Quand on a ce procès, encore une fois, sur l'université, où il est hors de question qu'on mette de l'anglais à l'université comme si c'était un crime de lèse-majesté. Mais quand est-ce qu'on va se décider à rentrer dans le XXIe siècle ? Moi, c'est la seule question que je pose. Tout ça, ça va ensemble, vous le savez très bien. C'est pas que sur le cinéma, ça va ensemble, c'est une mentalité globale. Je pense qu'il y a aussi un malentendu. Je pense qu'il y a aussi un malentendu. On part dans une négociation avec les Américains. Et la question que se pose la Commission, c'est quelle est notre stratégie de négociation ? Est-ce qu'on veut partir sur la défensive en disant, en montrant nos cartes au départ, nous on veut protéger ça et ça et ça, ou est-ce qu'on veut partir, comme le font les Américains, à l'offensive, en gardant évidemment dans le cours de la négociation nos lignes rouges. Et on a des lignes rouges très claires. C'est faire un mauvais procès à la Commission. Et je crois que c'est un manque de confiance de la Commission de lui reprocher de ne pas protéger la culture ou de vouloir utiliser la culture comme marchandise d'échange. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est vrai qu'on n'a pas de complexe à avoir vis-à-vis des États-Unis. On a une richesse supérieure vis-à-vis des États-Unis. On a un nombre d'habitants équivalent, un marché aussi important. Le problème qu'on a structurellement, c'est qu'on a 27 pays qui ne parlent pas tous la même langue et qui ont des intérêts à défendre particuliers, très différents. Les Français, peut-être l'agriculture, les Allemands, leur industrie automobile qui veut exporter, etc. Et donc, d'un côté, il y a un État fédéral très structuré. De l'autre côté, il y a malheureusement derrière le commissaire qui va aller négocier au nom des 27 pays qui vont avoir des positions qui vont bouger, avec des inquiétudes réelles, effectivement, au moment de cette négociation sur ce traité transatlantique, sur sur quoi on peut aboutir. Et il faut aussi souligner qu'une fois que ce traité sera négocié de la part de M. Karel de Gucht, qui est aussi un grand libéral de la Commission, qui tient donc ce poste au commerce, une fois qu'il sera négocié, il sera soumis aux États, mais la France toute seule ne pourra pas s'y opposer. Il n'y a plus de droit de veto après. Donc ça veut dire que les choses sont un peu jouées d'avance. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de casting aussi dans cette Europe ? Excusez-moi de revenir à José Manuel Barroso. Voilà. Non, mais parce que quand même, c'est quand même parce qu'on peut parler de ce traité de libre-échange encore pendant des heures entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de casting quand même ? Il est en fin de parcours, il est en fin de mandat. On a l'impression que plus personne n'en veut. Franchement, il ne donne pas envie quand même pour l'Europe, non ? Virginie Martin, c'est trop dur. Non, ça c'est vrai qu'il y a quand même un petit problème avec Barroso. On est d'accord, même Angela Merkel le dit. Enfin bon, effectivement. Il y a Ashton aussi, Catherine Ashton pour la diplomatie, Van Rompuy pour le Conseil. Pardonnez-moi, je sais que c'est votre patron, mais c'est quand même la question que tout le monde se pose. Ça donne pas tellement, c'est pas des personnages charismatiques. Disons qu'en tout cas, ce qui se passe aussi. Alors déjà, problème toujours éternel de l'Europe politique. À quand l'Europe politique ? Parce que c'est finalement la question que vous posez. 27, finalement pas de cohérence globale, politique, donc c'est toujours le même problème. Mais ça, on en parle depuis des décennies et des décennies. J'ai l'impression que ça n'avance pas beaucoup, puisqu'on dit toujours la même chose. Donc problème 1, l'Europe politique. À quand une vraie Europe politique ? Et effectivement, le casting n'est pas terrible. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Du coup, on a des positions qui semblent se caricaturer des deux côtés. Montebourg, d'un côté, qui dit « vous êtes le carburant du Front National », et de Grillot, les amalgames, je laisse Montebourg responsable de ces amalgames. Et par ailleurs, vous avez aussi Barroso et toute son équipe et le casting dont vous venez de parler, qui semblent être aujourd'hui complètement attirés par l'atlantisme, effectivement, pourquoi pas l'OTAN demain, etc. Donc, si vous voulez, effectivement, là-dessus, je suis d'accord avec vous, on est en train de tirailler comme ça d'une position un peu caricaturale derrière les barrières, une position complètement ouverte sur la mer vers les États-Unis. Laurent Passol, sur le casting, justement, sur José Manuel Barroso. Je pense qu'il y a à la fois un problème de casting, mais il y a aussi un problème structurel. C'est-à-dire que cette Union européenne a toujours défendu quand même des idées très néolibérales, pousse quand même vers un moins-disant social, salarial, normatif, fiscal et environnemental. Je peux même vous citer Jean Quatremer. Jean Quatremer, sur son blog... Qui correspondant... Voilà.
il a dit « Cette harmonisation avec le traité transatlantique risque de se faire par le bas, les États-Unis étant bien moins protecteurs que nous sur tous les domaines. Bref, un compromis se soldera forcément par un alignement du modèle européen sur un modèle états-unien. » Alors Jean Quatremer, on le dit pour nos téléspectateurs, qui est correspondant à Bruxelles pour le quotidien Libération, qui d'ailleurs a fait un portrait au vitriol aussi de José Manuel Barroso. Mais tout ça, c'est un écosystème. C'est-à-dire cette Commission européenne, ça fait des décennies qu'elle défend toujours la même chose. Elle a toujours un biais atlantiste. Elle a toujours un biais libre-échangiste. Caroline de Camarade. Attention. Est-ce que vous avez des exemples? Non, le toujours est faux. Il faut constater qu'en 99, par exemple, moi j'ai fait un tour d'Europe des chefs d'État, ils étaient très, très majoritairement en 2/3 socialistes. Donc, évidemment, c'est une question de majorité politique. Oui. Quand José Manuel Barroso a occupé la scène en 2004, elle a été renouvelée, etc., la droite était au pouvoir dans la majorité des États. L'Europe, elle est le reflet des États membres, elle est le reflet de la majorité actuelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. On dirait toujours que l'Europe est un objet. Là où il y a eu, si je puis me permettre, là où il y a eu mal donne, c'est que là-dessus nous est arrivé en 2008 la crise économique qui a ébranlé les certitudes. Les certitudes étaient plutôt néolibérales. On se disait qu'il était temps de déréguler encore plus, etc. Et à ce moment-là est arrivée la crise économique et on s'est bien rendu compte qu'il était temps de réguler ces marchés financiers qui devenaient fous. Et là, on s'est dit, est-ce que le casting est le bon dans ces conditions-là? Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, pas les œufs, mais les bœufs. Il faut comprendre que l'Europe, elle est politique, c'est-à-dire que on a élu José Manuel Barroso parce qu'il correspondait à la majorité de l'époque où il a été élu et de son gouvernement. Et comme je le disais tout à l'heure, l'Europe et l'Union européenne n'est pas un objet non identifié qui sort comme ça d'une éprouvette. Il y a des traités qui glorifient la concurrence libre et non faussée. Il y a des traités qui ont été négociés par des majorités socialistes qui prévoient le démantèlement des services publics. Il y a une protection de l'environnement que l'Europe offre, par exemple, à un pays comme la France qu'elle n'aurait jamais eu. C'est factuellement faux. Alors, je voudrais qu'on voit le tweet, si vous voulez bien, de ce téléspectateur, justement sur Merkel et José Manuel Barroso, si on peut le voir à l'instant. On voit ce tweet soutien aussi à Laurent Passol pour le débat sur l'Europe sur France 24. Peut-être cet autre tweet donc de Angela Merkel qui en aurait peut-être aussi assez de José Manuel Barroso. Voilà. Anne Houtman voulait peut-être ajouter, voilà, même Merkel aurait déclaré en off que pour l'élection du prochain président de la Commission, il ne faudrait cette fois pas se tromper. On rappelle que la prochaine élection, ça sera mai 2014. Il passera la main en juin 2014. Anne Houtman, un mot. Et ensuite, on fait une pause. L'année prochaine, peut-être que le caractère politique de la Commission sera encore plus clair. Parce que le vote des électeurs, parce que le Parlement européen va être élu l'année prochaine au suffrage universel, il va être renouvelé et c'est le choix des électeurs qui va déterminer l'orientation politique de la Commission puisqu'elle va déterminer son président. Chaque parti va présenter, va politiser encore plus l'Europe, va présenter son candidat pour prendre la tête de la Commission européenne. Donc quand vous allez voter, Vanessa, en mai 2014, vous allez savoir, vous allez avoir déjà un visage en tête, vous saurez qui est le prochain patron de la Commission, si ça bascule à droite ou à gauche. On va faire une petite pause. Barroso n'en sera pas puisqu'on sait bien que le Parti populaire européen il sera peut-être secrétaire général de l'ONU ou de l'OTAN. En tout cas, c'est peut-être ce qu'il souhaite. La question qu'on se posera, c'est est-ce que l'Europe est aujourd'hui responsable de la débâcle économique actuelle ou est-ce qu'elle sert tout simplement de bouc émissaire à des États défaillants? À tout de suite.